À l'occasion de la restauration effectuée sur ce tableau incroyable qu'est la Vierge au chancelier Rollin de Jan van Eyck, unique tableau d'ailleurs du peintre conservé en France, le musée du Louvre nous propose cette année et jusqu'au 17 juin 2024 de redécouvrir cette œuvre. Si vous êtes comme moi un aficionado de Van Eyck, courez voir cette exposition parce que c'est également l'occasion de pouvoir voir le plus grand rassemblement d'œuvres de Jan van Eyck jamais présenté en France, soit 6 au total, dont la Vierge de Lucques qui est un véritable bijou qui n'avait jamais été prêté. En bonus, tout au long de cette exposition, vous pourrez également savourer d'autres merveilles allant de Rogier van der Weyden, en passant par Robert Campin, Hieronymus Bosch, mais aussi des grands enlumineurs de l'époque. Vous allez pouvoir en prendre plein vos mirettes avec une soixantaine de panneaux peints, de manuscrits, de dessins, de bas-reliefs sculptés et d'objets orfévrés exceptionnellement réunis et qui proviennent de partout dans le monde. Mais attelons-nous plutôt à la Vierge au chancelier Rollin. Alors, en premier lieu, il me semble important de souligner qu'il s'agit réellement d'une véritable redécouverte de ce tableau, parce que cette peinture, enfin allégée de nombreuses couches de vernis oxydé qui assombrissaient énormément ses couleurs, s'offre à présent à nos yeux sous un nouveau jour. Mais justement, voyons ensemble pourquoi cette peinture, à la dimension méditative, de nos jours un petit peu complexe à appréhender, est-elle une œuvre majeure de l'histoire de l'art occidental. Alors, si vous voulez une courte biographie du peintre, je l'ai déjà fait dans une vidéo complément, je vous mets le lien dans la description. Et là, du coup, on va attaquer directement avec la toile en question et l'exposition. C'est parti. On attaque avec le contexte historique et la question du commanditaire. Vous l'avez compris avec le titre, La Vierge au chancelier Rollin, et bien le commanditaire du tableau, il se nomme donc Nicolas Rollin, il a vécu de 1376 à 1462, et il était donc bel et bien chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. La position politique du sieur Rollin lui permit de s'enrichir par l'acquisition de nombreux domaines fonciers, mais aussi de fonder en 1443 les Hospices de Beaune, institution hospitalière hébergée dans un ensemble architectural absolument d'exception, et de devenir mécène, et de ce fait de pouvoir s'offrir des commandes prestigieuses, dont cette magnifique peinture de Van Eyck, qui le met en scène dans une iconographie religieuse de dévotion à la Vierge, mais aussi de s'offrir d'autres œuvres importantes, comme le polyptyque du jugement dernier de Rogier van der Weyden. Autre joyau de la peinture de l'époque et de dimension absolument non négligeable, puisque l'œuvre de Rogier van der Weyden, elle mesure 5,6 mètres sur 2,15. C'était absolument magistral quand même, et puis c'est une œuvre que vous pouvez toujours voir actuellement à Beaune. Alors, on va essayer de situer un petit peu l'importance politique du chancelier Rollin. Donc pour ça, il faut savoir qu'à l'époque, la guerre dite de 100 ans, qui dura de 1337 à 1453, elle fait toujours rage, et que ce conflit, en fait, il oppose les Valois pour le royaume de France aux Plantagenets pour, on va dire, l'Angleterre. La Bourgogne à l'époque, elle est alors alliée à l'Angleterre contre la France, mais en 1435, le roi de France Charles VII conclut avec la Bourgogne le traité d'Arras qui reconnaît l'indépendance de la Bourgogne. Bah oui, mais et Nicolas Rollin dans tout ça? Eh bien, il fut le maître d'œuvre de ce traité de paix aux conséquences importantes pour le royaume de France, puisque grâce à celui-ci, le roi de France parviendra à atteindre son objectif d'isoler le plus possible les Anglais pour pouvoir reconquérir peu à peu son territoire. Et donc notre chancelier Rollin, eh bien c'est une figure importante de son temps, d'où le fait qu'on puisse comprendre qu'il y ait eu pas mal d'argent à la clé dans la vie de cet homme et qu'il ait pu s'offrir de telles merveilles. Donc, rien d'étonnant à ce que son escarcelle soit bien remplie, et puis qu'il se permette de commanditer cette Vierge du chancelier Rollin à Van Eyck, prévue initialement en fait pour être placée dans une chapelle, donc la chapelle Saint-Sébastien de l'église Notre-Dame du Châtel à Autun, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Celle-ci d'ailleurs, elle n'avait pas été choisie au hasard, puisque Nicolas Rollin, il avait été baptisé dans cette église et que plusieurs membres de sa famille y étaient inhumés. Parlons maintenant de l'exposition et du tableau lui-même. Alors parmi les premières choses à savoir, précisons que la Vierge au chancelier Rollin de Jan van Eyck date de la dernière période de sa carrière, soit entre 1435 et 1441. Il s'agit donc d'une œuvre, on va dire, mature de l'artiste, et il s'agit aussi d'une huile sur bois, et surtout d'un tableau de petite dimension, puisqu'il ne fait en réalité que 66 cm par 62, ce à quoi je ne m'attendais pas personnellement la première fois que je l'ai vu, l'ayant imaginé beaucoup plus grand. Rajoutons que ce tableau fait aussi partie des collections du musée du Louvre depuis 1800 et que c'était sa première restauration, et ça je crois que j'ai oublié de vous le dire dans l'introduction.
Concernant sa composition, alors comme vous pouvez le voir, l'œuvre elle est composée ainsi. Vous avez d'abord les personnages principaux, soit le chancelier lui-même puisqu'il s'agit d'un portrait, accompagné d'une figure de la Vierge à l'enfant, elle-même accompagnée d'un ange la couronnant, le tout dans un riche intérieur de composition architecturale symétrique, avec en second plan un extérieur avec jardin, 2 petits personnages et des pans, et puis un effet de perspective et un paysage qui se déroule jusqu'au lointain. Jusque-là, on est tous d'accord. Concernant la lecture en plusieurs parties de cette œuvre que nous propose le musée du Louvre, attaquons tout de suite avec la première section qui est consacrée à cette rencontre entre Nicolas Rolin et la Vierge à l'enfant et qui est une véritable articulation picturale entre sacré et profane. L'œuvre est en fait ce que l'on appelle une scène de présentation à la Vierge et elle est tout particulièrement audacieuse pour son époque, notamment parce que Rolin, dans ce tableau, il est représenté à la même échelle, à la même hauteur et dans le même espace que la Vierge et le Christ qui d'ailleurs le bénit, et ce sans être introduit par un saint patron. Ce qui consiste en une véritable cassure des représentations des siècles précédents, et donc du Moyen-Âge, où les coditions et dogmes en vogue à l'époque, très imprégnés d'une religion simple et forte, n'auraient pas permis cela et auraient sans doute imposé un système beaucoup plus codifié, consistant à placer et donner une taille aux personnages en fonction de leur niveau d'importance. Alors bien évidemment, l'importance allant à la religion, et donc ici à la Vierge et à l'enfant. Aussi, traditionnellement, il aurait fallu en fait que le chancelier soit plus petit, qu'il soit présenté donc d'une plus petite taille, avec à ses côtés une Vierge couronnée par un ange beaucoup plus imposante que lui, et puis il aurait été bien vu qu'il y a un saint patron entre les deux et que le chancelier Rolin ne soit pas, dirons-nous, en direct live avec la Vierge. Mais bon, voilà. Jan van Eyck, il casse un peu les codes, il casse même beaucoup les codes, et il choisit de représenter ça autrement. Mais voilà, les prémices de la Renaissance flamande, ils sont bel et bien passés par là, et donc cette ordre de grandeur, effectivement, elle n'est plus au goût du jour de l'artiste qui choisit lui une représentation qui se passera dorénavant de ce type de codification. Notez aussi, puisqu'on parle de la question du sacré et du profane, qu'il y a une autre singularité dans cette œuvre et qui est que le Christ enfant est représenté de façon quelque peu inhabituelle dans une figure que l'on appelle en Salvator Mundi, soit en sauveur du monde en latin, tenant d'une main le globe de cristal surmonté de la croix, tandis que de l'autre il effectue le geste de la bénédiction à l'intention du chancelier. Ces 2 motifs rassemblés renvoyant à la figure du Christ sauveur du monde, et qui est donc un choix quelque peu audacieux de la part du peintre. Le Christ est d'ailleurs assis sur les genoux de sa mère, reposant sur un linge dont la blancheur évoque son futur linceul et donc sa future mort, au dire de la religion, pour nous sauver de nos péchés. Et il est aussi très intéressant de souligner, puisqu'on parle de sa bénédiction, que celle-ci s'adresse au chancelier et non traditionnellement aux spectateurs du tableau qui se retrouvent ainsi exclus de la scène. La scénographie usuelle passée étant de placer cette figure de bénédiction en direction du spectateur du tableau pour l'inclure dans celle-ci. Une vraie petite révolution donc en soi. On va le dire, Van Eyck, il a pas peur un peu de casser les codes et de proposer autre chose en fait. D'ailleurs, le fait d'avoir dans cette exposition aussi le prêt exceptionnel de la Vierge de Lucques, du Stadtmuseum de Francfort, ça nous permet de voir ce saisissant contrepoint à cette exclusion du spectateur, puisque dans ce tableau-là, en fait, celui-ci est placé, enfin en tout cas le spectateur qui regarde la Vierge de Lucques, en fait, je veux dire, il est placé dans la position de Rolin, c'est-à-dire que on peut imaginer que c'est plutôt lui qui est à genoux et en prière devant la Madone, et on voit bien que du coup, la bénédiction, elle est en direction du spectateur, elle inclut le spectateur, contrairement au tableau de la Vierge au chancelier Rolin, où la bénédiction ne semble inclure que le chancelier Rolin et absolument pas le spectateur. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle façon de faire et de concevoir l'art religieux, elle est totalement au goût du jour de la Renaissance. En tout cas, les primitifs flamands ont du coup bien instauré l'amorce pour ces changements en fait, puisque il existe réellement une espèce de début d'humanisation des figures religieuses, sans pour autant conduire à la moindre confusion dans l'esprit des contemporains. Comprenez que le message religieux, il reste la priorité du tableau et que celui-ci doit montrer au spectateur
dans la juxtaposition picturale du profane et du sacré, que l'important est bel et bien la ferveur et la dévotion du chancelier à la Vierge, et non pas que le chancelier, ici par exemple, que le portrait supplante totalement à la religion. Ça aurait été quelque chose qui n'aurait pas été entendable à l'époque, même si maintenant, nous, ça fait partie des choses, c'est totalement acceptable. À l'époque, ça ne l'était pas. Alors vous allez voir, cette toile, elle est incroyablement riche en fait, en explications et en symbolique. Et donc on en arrive maintenant à la question du visible et de l'invisible qui sont présents donc, dans cette toile, et qui n'est en fait pas nécessairement visible pour qui n'a pas toutes les informations en main, donc on voit ça ensemble maintenant mes lapins. Alors, il me semble déjà qu'on devrait préciser que pour un spectateur de notre époque, placer ainsi un personnage politique face à une Vierge à l'enfant dans un cadre architectural somptueux du XVe siècle peut nous paraître assez naïf et surtout très vaniteux. Mais vous allez voir qu'il n'en est rien et qu'il s'agit d'une appréhension de spectateur de notre XXIe siècle. Donc pour ce faire, on va devoir aborder la question très réaliste de la figure du chancelier Rollin, qu'on verra plus en détail après, mais pour vous expliquer cette notion de visible et d'invisible, il me faut quand même vous faire noter le rendu très minutieux du regard du chancelier, souligné par les ridules au coin des paupières, les plis de chair entre les sourcils, et qui a pour but d'évoquer en fait la force de sa concentration intérieure. Concentration qui est bien évidemment tournée vers la religion et la piété. Or, même si ça ne se perçoit pas de prime abord, mais en fait, ce choix de représenter le chancelier ainsi concentré, qui fixe de ses yeux légèrement plissés la Vierge à l'enfant, alors que celle-ci ne répond absolument pas à son regard, puisque son regard il est dirigé beaucoup plus bas, eh bien ça répond en fait à un niveau de lecture supplémentaire de l'œuvre que le peintre nous offre en effet à travers ses attitudes. En fait, Van Eyck, ici, il essaie de nous faire comprendre que le chancelier, bien que toute sa pensée semble être portée à la prière et à la Vierge et à Jésus, eh bien en fait, il ne perçoit pas en réalité la figure de Marie ni celle de l'enfant qui sont pour nous sous ses yeux. Mais lui, en fait, il ne les voit pas, il n'existe pas dans son espace à lui, en fait. Et ça, c'est vraiment tout ce jeu de visible et d'invisible que nous apporte, en fait, Van Eyck, et qui casse un petit peu cet aspect vaniteux et naïf de la toile. Donc l'œil purement charnel du chancelier, il est donc incapable de voir l'invisible, et donc il s'agit d'une représentation d'une foi pure, aveugle, dirons-nous, qui ne met absolument pas en scène une réalité fausse d'un chancelier Rollin visité réellement par la Vierge, d'une forme de miracle, de vision en fait. Ici en fait, il s'agit en fait d'une personne, d'un chancelier, donc qui n'a pas besoin d'une vision ou d'un miracle pour avoir la vraie foi. C'est ça qu'essaye de nous dire aussi la toile, et ça je pense que pour quelqu'un de notre époque au XXIe siècle, c'est difficilement perceptible si on nous l'explique pas. Alors pour autant, il va être aussi intéressant de noter un autre jeu de regard dans ce tableau qui flirte aussi avec cette idée de visible et d'invisible. Donc on va s'intéresser maintenant au personnage du Christ qui lui est mis en scène regardant et bénissant le chancelier contrairement à la Vierge. Et bien à travers cette figure donc du Christ, c'est ici l'invisible qui par contre perçoit le visible, et donc c'est le sacré qui s'adresse au terrestre. Et là, il est intéressant de vous faire savoir que l'examen du dessin sous-jacent a révélé qu'au premier stade de composition de l'œuvre, eh bien cette figure du Christ, elle n'était pas prévue ainsi, et que le bras droit de l'enfant ne bénissait pas le chancelier. Ce geste aurait donc été revu par la suite, lors de la phase finale de production de l'œuvre, et ce, a priori, à la demande du commanditaire. Et donc par ce changement, il faut comprendre que le désir du chancelier était de signifier qu'au-delà d'une vision totalement imaginaire, on l'a déjà dit, puisqu'il ne s'agit pas d'un miracle revendiqué, le chancelier ne dit absolument pas qu'il a vu la Vierge, et bien que le chancelier, en fait, il souhaitait que le tableau soit pris tout de même comme étant un reflet concret, entre guillemets, dirons-nous, de sa relation avec le Christ, et que cette union réciproque, elle est déjà vécue ici-bas pendant sa vie terrestre. Donc c'est un petit peu à la fois une vision de piété, et de mon opinion qui n'engage que moi, il y a un petit côté, il y a un petit peu, on va dire un côté un peu égo-trip, si vous voulez mon avis personnel, mais vous êtes libre d'en penser bien sûr ce que vous voulez en penser.
Toujours dans ce jeu de visible et de l'invisible, il faut parler maintenant du jeu de lumière mis en scène dans le tableau, soit de l'alliance entre la lumière naturelle et celle au contraire surnaturelle, qui est très subtile mais qui existe tout de même dans cette toile, qui vise au sein de l'image à traduire cette fusion profonde entre les mondes visibles et invisibles, et donc entre le monde terrestre et puis le monde de l'après, de la religion, quoi. Alors, même si pour nous il est impossible de le savoir, hein, puisqu'on ne voit pas l'œuvre placée dans la chapelle prévue à cet effet, eh bien il faut savoir que Van Eyck, qui était un petit génie et un génie du détail, vraiment il y a une forme d'obsession chez lui qui est absolument incroyable dans tout ce qu'il choisit de représenter, eh bien il a réalisé le premier plan du tableau baignant dans une lumière qui tient en fait compte de l'emplacement de l'œuvre dans la chapelle de l'église à Autun. C'est-à-dire qu'en gros le mec, il a pensé la lumière de son tableau comme étant un vrai reflet de la lumière de l'endroit où le tableau était prévu, en fait, où le tableau allait finalement trouver sa place. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez exceptionnel. Mais pour autant, je vais vous faire noter aussi qu'il y a une autre source de lumière tenue et présente dans cette toile, dans ce premier plan toujours, et qu'il s'agit d'un éclairage extérieur provenant de la droite et qui frappe les trois personnages invisibles, soit la Vierge, l'enfant et l'ange. Et donc la lumière ici qui est divine et donc de nature invisible et sacrée, eh bien elle se mêle à la lumière visible du monde terrestre en fait, qui est cette lumière qui devrait être celle du lieu où sera exposée la toile. Je continue toujours avec la lumière. Un autre détail infime, minuscule et mesurant à peine quelques millimètres de haut, souligne toujours le génie de cet artiste. Eh bien, ce détail, c'est celui du reflet dans le globe soutenu par le Christ, qui apparaît finement peint, à peine distordu comme il se doit par la rondeur du globe, et qui se trouve être le reflet d'une fenêtre n'appartenant pas à l'image, mais appartenant à la chapelle de Nicolas Rolin pour laquelle le tableau était prévu. Et oui, on va jusque-là dans cette idée d'associer la toile à son futur environnement en fait. Et donc c'est vraiment un véritable dialogue entre la toile et son environnement proche, et c'est aussi du coup un dialogue entre le sensible et le spirituel. Alors vous l'avez compris, cette toile elle est profondément religieuse, mais pour autant c'est aussi un tableau qui met en valeur la question du portrait et de la revendication du statut social, même si cela doit être fait avec humilité. Bah oui, ce tableau c'est vraiment une tentative de démonstration de la richesse et du statut social du commanditaire, qui a pu justement se permettre de se le payer pour se faire représenter ainsi, et qui se doit donc tout de même de montrer avant tout que... il est riche, mais attention, que tous ces privilèges terrestres ne sont rien au regard du sacré. On est dans une période où la religion, elle est importante, elle est prégnante, et donc on ne rigole pas avec ça. C'est donc à la fois un portrait, mais c'est un portrait du sacré en fait. Donc, l'humilité du chancelier Rolin, elle doit être visible face à une Vierge majestueuse, et ça doit impérativement transparaître, aucun doute ne doit être permis, d'où la posture du chancelier, dont l'attention est entièrement tournée vers la Vierge, même s'il ne la voit pas, et qui n'est donc pas tournée vers nous, ainsi que ses mains jointes et son visage grave et recueilli, le tout agenouillé sur un prie-dieu sur lequel est posé son livre d'heures, comme semblant s'apprêter à dire une prière ou comme étant en train de la réciter, pourquoi pas dans sa tête. Donc la figure entière du chancelier, elle semble ainsi intégralement soumise à la religion, et ça c'est très important, parce qu'on peut pas non plus... le peintre, il peut innover sur beaucoup de choses, mais il peut pas non plus... aller à l'encontre de la religion à l'époque, et donc le tableau, il répond quand même à l'attente de son époque, la religion est supérieure, et donc l'honneur est sauf. Pour autant, il ne faut certainement pas négliger le fait que le but aussi du commanditaire, et donc du chancelier, c'est bel et bien de réussir à faire paraître sa réussite sociale exceptionnelle, d'où la débauche de luxe dans le décor, tout comme l'attention portée au luxe des vêtements. Le peintre arrive d'ailleurs parfaitement grâce à son talent, à sa technicité et grâce à la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, on en a parlé dans l'épisode complément, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Bref, le peintre, il arrive grâce à tout cela à mettre en valeur la luxuriance des tissus, et le chancelier est ainsi vêtu tel un prince, tout de brocart d'or et de fourrure revêtu.
Par son talent, Van Eyck donc arrive ainsi à représenter idéalement le chancelier aux côtés de la Vierge à l'enfant d'une façon absolument neuve, mais en respectant la susceptibilité de l'Église de l'époque. Aussi, l'image soutient les attentes de la religion, mais aussi celle dévotionnelle du chancelier, tout en soulignant, grâce au rendu minutieux de nombreux détails, son pouvoir terrestre. Donc c'est une des prouesses de cette œuvre, elle est, on n'oublie pas qu'elle est à destination de la chapelle familiale du chancelier, qu'elle est donc visible, elle est prévue pour être visible dans l'avenir, et donc elle doit quand même réussir à témoigner à la fois de la piété de Rollin, mais aussi elle doit être une affirmation claire de sa réussite sociale et politique. Notez aussi que le tableau, il n'était pas destiné à une dévotion privée, dans le sens où, en fait, c'est bien à destination de la chapelle familiale du chancelier qu'elle est destinée. Donc cette chapelle se situe dans une église, mais les gens qui vont à l'église, en fait, les autres personnes qui vont à l'église, elles vont pouvoir également admirer cette œuvre qui est placée dans cette chapelle. Donc elle est donc prévue du coup pour ne pas être à une dévotion totalement privée, mais elle est bel et bien visible par tous ceux qui se rendraient donc dans cette chapelle de Saint-Sébastien de l'église Notre-Dame du Châtel, et donc c'est bien un tableau qui est prévu, ce que je voulais dire du coup, on y arrive, c'est que c'est un tableau qui est prévu pour asseoir le statut social du commanditaire, donc le statut social du chancelier Rollin, mais on n'oublie pas, en toute humilité bien sûr. Alors, vous l'aurez compris, la Vierge du chancelier Rollin, c'est un tableau religieux, mais c'est également un portrait au sens moderne du terme, c'est-à-dire que c'est une peinture qui tente de représenter réellement et fidèlement le physique du commanditaire, sans codification ancienne, dans une intention de montrer l'apparence visuelle réelle du modèle. Mais si Van Eyck, en fait, il a cherché dans ce portrait de 3/4 profil de Nicolas Rollin non seulement à représenter le physique du chancelier, il a également essayé de nous permettre de saisir le caractère de l'homme par sa pose et l'expression choisie. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose de codifié, comme dans les siècles précédents, où l'art, évidemment, l'art à la Renaissance et même chez les primitifs flamands, il est toujours codifié, ne rêvons pas, l'art jusqu'à très très loin répond à des codes, mais les codes évoluent. Et on est dans quelque chose qui est moins figé en termes de codification que ce qui se passe au Moyen-Âge et au bas Moyen-Âge. Au Moyen-Âge tardif, pardon, je dis n'importe quoi. Mais du coup, il faut pas oublier que c'est quand même très très neuf ce qu'essaye de nous faire Van Eyck en fait. Donc, il essaye vraiment de nous faire saisir, entre guillemets, un peu l'âme de la personne que l'on voit sur la toile. Donc aussi, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'autorité naturelle, les soucis de l'exercice du pouvoir et l'intelligence transparaissent parfaitement sur le visage qui est peint. Comme je vous l'ai dit, on est très très loin du portrait figé. Ici, c'est l'émotion qui est là pour exprimer un caractère, et c'est quelque chose qui est vraiment très très présent sur cette toile. Donc on souligne aussi que dans ce face-à-face entre sacré et profane, donc on est toujours dans la question du portrait, ne vous inquiétez pas, entre figures emblématiques de la religion et particuliers issus de la société civile de son temps, eh bien le visage fortement individualisé de Rollin, eh bien c'est l'élément le plus frappant du tableau. On est d'accord que la Vierge, l'ange et le Christ ont des physiques quand même plus... on sent que ce n'est pas une volonté de personnification de ces personnages. On n'est pas dans une recherche de représentation d'une vierge qui aurait ressemblé à telle ou telle personne en fait. On est vraiment là, on est dans quelque chose d'encore codifié un petit peu en termes de religion, alors que le chancelier Rollin, c'est vraiment son visage à lui, son physique à lui, ses expressions à lui, et ce qu'on essaye d'exprimer sur sa personne en particulier en fait. D'ailleurs, la deuxième section de l'exposition, elle permet de s'arrêter sur la question de l'art du portrait, qui est si central dans l'art de Van Eyck et de ses contemporains comme Robert Campin ou Rogier van der Weyden. Donc justement, dans l'exposition sont visibles deux des autres effigies connues de Rollin, avec le revers du polyptyque du Jugement dernier, des hospices absolument magnifiques de Beaune, et donc ce polyptyque, il a été peint par Rogier van der Weyden, et vraiment c'est un polyptyque absolument incroyable. Et vous voyez d'ailleurs dans ce portrait qui est peint donc par un autre peintre que Van Eyck, que on sent bien que Van Eyck, il a été plus loin dans quelque chose de l'ordre de vraiment... on va dire de quelque chose de photographique. Évidemment, la photographie n'existe pas à l'époque, mais au moins vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire, qu'il a été plus loin dans cet aspect réaliste
que le peintre Roger van der Weyden, enfin en tout cas c'est mon avis. Et puis dans cette expo vous verrez aussi cette très jolie page du manuscrit enluminé des chroniques de Hainaut de la Bibliothèque royale de Belgique, dont en particulier donc c'est cette enluminure toujours de Roger van der Weyden que je trouve absolument splendide, et voilà, c'est l'occasion de voir cette petite merveille en vrai. Et puis vous avez également, toujours dans cette section, le portrait de Baudouin de Lannoy, je pense que c'est Lannoy ou Lanoy, je pense que c'est Lannoy, donc qui est pour le coup de Van Eyck, qui se rapproche vraiment fortement par la technique et l'expression de vie stupéfiante du modèle de la figure du chancelier Rollin, dans cette Vierge à l'enfant. Donc vraiment, on est dans une question du portrait, on est dans vraiment cette toile, elle est très très complexe parce que vous avez effectivement un tableau religieux, mais vous avez aussi un portrait absolument moderne, et c'est une des choses qui font la force de cette œuvre. Et donc là, vous pourriez être tenté de vous dire qu'on a déjà un petit peu dit tout ce qu'il y avait d'important à dire sur la toile, et pas du tout, parce que vraiment cette œuvre de Van Eyck, c'est un puits sans fond de détails et d'informations symboliques qu'a essayé de nous donner l'artiste. Donc on se tourne maintenant sur la question du décor, qui est situé autour des figures représentées. Donc cette toile, en fait, elle se compose donc du premier plan, qui est une sorte d'intérieur, puis d'un second plan qui est un jardin avec deux petits personnages de dos, puis d'un troisième plan avec un paysage avec d'un côté un faubourg et d'une autre une grande ville, et puis tout au fond d'un paysage qui s'éloigne dans le lointain composé de verdure et d'un ciel. Alors, on peut noter une véritable volonté de représentation de profondeur, se voulant réaliste, éloigné encore une fois des représentations médiévales, mais pour autant ne répondant pas encore tout à fait aux règles mathématiques de représentation de l'espace chères à la Renaissance, notamment italienne. Ici, en fait, la profondeur, elle est suggérée à l'aide d'une architecture, notamment du pavement au sol au premier plan, et puis si on devait parler du pavement, il faudrait un petit épisode vidéo focus entier dessus, tellement il y a de symbolique dans ce pavement, vraiment Van Eyck, je vous le dis, détail sans fin, mais je vous la ferai peut-être plus tard, je vais pas parler du pavement ici pendant 25 minutes, c'est pas la peine. Donc ensuite vous avez le traitement du paysage qui va en s'amenuisant, qui essaye donc de donner cet effet de perspective et de profondeur, et le tout en fait est fait non pas en suivant un point de fuite absolument totalement unique et précis, mais plutôt une espèce de zone de fuite particulièrement définie d'abord par ce chemin tracé par le sol en damier, et puis tout ça converge en fait à peu près au niveau de l'île au centre de cette île qui est située sur le fleuve, donc vers l'arrière-plan. Alors la troisième section de l'exposition, quant à elle, elle se penche donc sur la question de l'architecture présente dans le premier plan du tableau, soit du décor intérieur. Donc deux mots qui peuvent très vite pour vous caractériser et résumer les choix de composition de Van Eyck, eh bien c'est profondeur et symétrie, dans cette toile en tout cas. Donc la partie gauche elle appartient clairement au profane où se situe la figure du chancelier, et puis la partie droite elle appartient quant à elle au monde sacré où se situe la Vierge, le Christ et l'ange couronnant la Vierge. Le tout, on peut tracer une ligne verticale en fait au centre du tableau par le biais du dallage, et vraiment le peintre il essaye ainsi volontairement de respecter une espèce de répartition égale de l'espace pictural entre sacré et profane. Donc, que dire d'autre ? Eh bien que si l'espace carré de la loggia où logent les personnages principaux placés dedans comme dans une alcôve semble très petit par rapport à la taille des personnages, eh bien celle-ci obéit cependant à une volonté de donner un effet de profondeur qui se veut réaliste. Ici, l'architecture qui est peinte par Van Eyck, elle crée un lieu purement imaginaire, elle est riche, elle est onirique, c'est un mélange un petit peu d'église romane et de palais, mais il s'agit avant tout d'un décor rêvé qui est conçu dans le but de souligner le caractère hors norme de cette rencontre entre le chancelier et la Vierge. Donc il ne s'agit apparemment pas d'une architecture qui a réellement existé quelque part, mais c'est plutôt un mix de sources d'inspiration et une volonté donc du peintre de concevoir un décor un petit peu rêvé.
Les chapiteaux ici qui n'imitent pas fidèlement des chapiteaux romans réels, représentent tout de même des épisodes de la Genèse et évoquent les fautes commises par les hommes, peut-être pour guider d'ailleurs la prière de Rollin. En tout cas, c'est vraiment... on n'a pas l'impression quand on regarde la toile rapidement, mais il y a une foultitude de détails chez Van Eyck. Donc sur ces chapiteaux d'inspiration romane, sur la partie gauche, vous avez donc plusieurs épisodes de la Bible qui sont présentés. Vous avez la chute d'Adam et Ève, l'offrande de Dieu d'Abel et de Caïn, le meurtre de l'un par l'autre d'ailleurs, ainsi que le déluge et l'ivresse de Noé. Noé d'ailleurs dont on voit clairement la nudité. Bref, voilà, ça vous choquera peut-être, mais je ne sais pas si vous le savez, mais dans moult édifices religieux, dans les hauteurs, il existe nombreuses de petites scénettes, parfois grivoises, que le spectateur ne voit pas quand il visite l'église. Il faut pouvoir visiter l'église autrement qu'en simple personne venant donner lieu à sa foi en fait. Donc, autre détail ici dans cette œuvre qui est présent dans l'architecture, vous pensez qu'on ne le voit pas non plus de premier abord, c'est pas ce qui attire le plus le regard, mais il y a des espèces de lapins qui sont écrasés par le fût de la colonne de gauche, qui sont parfois interprétés comme symbolisant la luxure vaincue, ou comme symbolique du mal qui ruse et qui menace, par le biais également de la présence d'un renard de l'autre côté de la colonne, et que donc voilà, vraiment il y a de la symbolique partout dans cette toile. Dès que vous posez les yeux sur quelque chose, ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose. C'est vraiment, c'est tout le talent de Van Eyck. Donc est présent également dans cette exposition et dans cette section l'incroyable Annonciation peinte par Van Eyck, qui est une toile absolument majestueuse, c'est absolument fou de pouvoir la voir en vrai, et qui, bien que d'une composition très différente de la Vierge au chancelier Rollin, témoigne quand même d'un répertoire commun dans la façon de traiter l'architecture par le peintre. Je pense que vous pouvez y voir quand même une cohésion dans le travail de l'artiste entre ces deux toiles. Donc il nous reste maintenant le reste du décor de ce tableau à présenter. Donc par les trois arches au chapiteau richement ouvragé dont on vient de parler, tout de suite le regard il plonge dans le paysage, et donc c'est un élément qui pourrait sembler négligeable en fait pour qui ne s'y intéressera pas plus et sera happé par les figures du chancelier et de la Vierge, mais en fait le paysage c'est le reste de cette toile, c'est aussi des éléments essentiels de la composition, sur laquelle d'ailleurs est centrée la 4e et 5e section de l'expo. Donc on y va maintenant, on va parler de la suite de ce décor, soit l'architecture extérieure qui est composée elle-même en 3 plans distincts. Vous avez le jardin, la ville et puis le paysage qui s'en va au loin. Donc concernant le deuxième plan, soit le plan du jardin, eh bien celui-ci il correspond à ce qu'on appelle le jardin clos ou hortus conclusus en latin, thème inspiré de l'Ancien Testament, très courant au XVe siècle en Europe, du Nord en tout cas, pour représenter la Vierge, dans lequel fleurissent habituellement des roses et des lys, qui sont des symboles de vertu de Marie, et où apparaissent des oiseaux comme le paon évoquant l'immortalité. Et donc ce jardin bienheureux de la Vierge Marie est donc un jardin clos, un jardin qui est hors de portée, du coup, j'imagine, de tout péché et de tout danger. Donc, on notera aussi dans ce jardin la présence des 2 petits personnages situés dans un mur crénelé, derrière lequel s'étend un panorama qui est d'ailleurs admirablement détaillé. Et donc ces 2 petits personnages qu'on pourrait trouver totalement anecdotiques et qu'on pourrait, sur lesquels on pourrait ne pas passer vraiment le regard, il faut quand même noter que celui de droite, en fait, il a un turban rouge et que ça pourrait être la figure même de l'artiste, donc Van Eyck, qui s'était déjà réalisé dans un autoportrait très connu, en tout cas pour ceux qui aiment Van Eyck. Donc cet autoportrait au turban qui date de 1433 et qui pourrait être justement un petit clin d'œil à ce sujet et une volonté du peintre en fait de se représenter quelque part dans cette toile. Il y a beaucoup de jeux comme ça chez Van Eyck, de clins d'œil qui sont comme ça, pas forcément visibles. Je sais que dans Les Époux Arnolfini par exemple, il y a une inscription à un endroit qui pourrait en fait suggérer que l'artiste se revendique comme faisant partie de la toile. Donc c'est vraiment un des sujets chez Van Eyck. Mais je retourne du coup à la toile de la Vierge au chancelier Rollin.
Donc derrière ce jardin clos, eh bien Van Eyck, il déploie un véritable talent de miniaturiste en ouvrant l'image sur un vaste paysage qui, pour créer encore une fois un effet de perspective et d'infini, se teinte au fur et à mesure de nuances de plus en plus bleues et blanches, au fur et à mesure qu'il s'étend vers les lointains, pour finalement s'ouvrir sur un ciel sous lequel s'étalent les montagnes couvertes de neige éternelle. Le peintre, il essaye ainsi du coup de rendre visible tout un véritable microcosme où chaque élément participe à la beauté du monde. Donc, pour le paysage urbain de l'arrière-plan, eh bien, il répond également à cette symétrie bipartite, répondant à gauche le profane et le chancelier, et à droite la Vierge et donc le sacré. Je vous dis à quel point le tableau de l'artiste il a été pensé dans les moindres détails. C'est que cette répartition bipartite qui donc oppose profane et sacré, elle est aussi présente donc du coup dans le paysage. Alors évidemment, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le deviner, mais c'est une véritable volonté de l'artiste. Et puis d'ailleurs, ces représentations urbaines, ce ne sont pas vraiment de simples évocations paysagères, mais c'est vraiment une construction picturale extrêmement détaillée. Chaque élément, chaque bâtiment, chaque champ cultivé, ainsi que la rivière avec son pont, et les multiples petits personnages qui ont été placés avec une extrême minutie qui caractérise la peinture flamande de cette époque, ce sont pas juste des choses anecdotiques. Je pense qu'il y a une foule d'allégories et de symboles que l'on ne perçoit plus maintenant. En tout cas, il s'agit d'un paysage totalement allégorique qui comporte donc à droite une partie céleste avec de multiples édifices religieux qui pourraient être une vision interprétée comme étant la cité de Dieu, et puis à gauche une partie terrestre avec habitation et culture qui sont les préoccupations terrestres de toute personne vivant sur Terre. Oui, du coup terrestre on l'a dit 50 fois, je pense que vous avez compris. En tout cas vous l'aurez compris, Van Eyck ici il cherche à synthétiser le monde et donc vous vous retrouvez avec un tableau qui est à la fois religieux, à la fois un portrait, une représentation d'un statut social, mais aussi une volonté de montrer le monde, le monde entier qui donc s'étale derrière le chancelier Rollin et la Vierge. Et là, je pense que vous allez vous dire, mais ça y est, on a fait le tour, on en a fini avec cette toile. Alors, absolument pas, parce que même si on a fait là le tour de l'exposition, pour autant, il faut parler encore de la redécouverte la plus notable de la restauration. Attention, suspense, eh bien c'est celle du revers peint de ce tableau, représentant un espèce de trompe-l'œil éblouissant, de type un peu faux marbre vert, que l'on pourrait aujourd'hui, en tout cas que l'on attribue aujourd'hui avec certitude au pinceau de Van Eyck. Alors, pourquoi avoir peint ce revers si celui-ci... de toute façon, n'allait pas être visible. En fait, vous posez une toile sur quelque chose, vous posez une toile au mur, vous posez une toile sur, un piédestal, ce que vous voulez. Vous n'allez pas le voir l'autre côté, en fait. Vous vous en foutez. Vous mettez ça dans une chapelle, on va voir la face, l'envers, mais on va pas voir le revers, en fait. Donc, il y a quand même cette question de pourquoi est-ce que le peintre, il s'est fait suer à peindre ce trompe-l'œil absolument magistral, si, en fait, celle-ci n'avait pas d'importance et n'allait pas, si ça n'allait pas être visible, en fait. Et bien il y a une hypothèse qui s'avance, selon laquelle le tableau il aurait eu vocation à être manipulé et à être vu des deux faces en fait. Donc la dernière section de l'exposition, elle aborde cette question des fonctions de l'objet, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte qu'il était probablement conçu pour avoir deux rôles différents, donc deux rôles successifs. Donc le premier rôle de cette œuvre en fait, c'est qu'il s'agissait sans doute d'un tableau de dévotion entre guillemets mobile, d'où la petite taille en fait. Un petit peu comme, je sais pas, vous vous imaginez, c'est proche un peu de l'esprit des petits livres orfévrés que l'on trimballait avec soi partout, les petits livres de dévotion qu'on emmenait un petit peu avec soi partout dans les déplacements, en tout cas pour les gens riches et puis les gens qui se déplaçaient, parce qu'on rappelle que c'est une époque où tout le monde ne se déplace pas, bien sûr, et on n'oublie pas non plus que le chancelier, en fait, par son rôle justement de chancelier, il a dû se déplacer sans doute énormément et incessamment dans le vaste duché de Bourgogne. Donc on pense que, en fait, cette toile, elle avait ce rôle en fait, et que donc son second rôle, il était en fait d'avoir à terme une réelle vocation à finir par lui servir d'épitaphe pour le mettre en valeur après sa mort, donc vous l'avez compris, dans l'église de Notre-Dame du Châtel à Autun, lieu pour lequel il avait été conçu, on le rappelle. Donc en fait on pense du coup maintenant que ce tableau, s'il a un revers aussi travaillé, c'est probablement parce que on sait donc pertinemment qu'il était prévu pour aller à cet emplacement dans l'église, mais qu'en fait il était prévu en fait pour être utilisé en amont et d'une façon où il était susceptible qu'on voit les deux côtés de la toile et que donc le peintre
a fait donc de ce revers qui normalement n'est pas visible quelque chose de beau, puisque ça risquait de tomber sous les yeux des uns et des autres. Alors d'ailleurs, fun fact, j'en ai pas parlé, mais en fait à la fin de l'expo, vous pouvez vous immerger grâce à des images de très haute définition dans un paysage créé par Van Eyck, un petit peu, en fait quelque part comme aurait pu le faire Nicolas Rolin penché sur cette toile. Mais si jamais vous vous rendez pas à cette expo en fait, ce que je voulais dire c'est que je vous conseille, si ça vous intéresse d'avoir cette idée un peu de graphique, vous pouvez aller voir un film qui me fait beaucoup penser à ça, qui s'appelle Bruegel, le moulin et la croix. Alors je crois que c'est de Lech Majewski, je pense que je le prononce très mal, qui est sorti en 2001, je vous mets un lien là, voilà, comme ça vous pouvez retrouver la ref. Et ben je vous promets que ce film, évidemment, ça n'est pas sur les peintures de Van Eyck, c'est sur les peintures de Bruegel, mais ça va vous mettre dans cette espèce de vibe de vivre un peu plus intensément, un peu ce genre de paysage flamand, de peinture flamande absolument dingue. Moi j'avais été bluffée par l'ambiance de ce film à la sortie, j'avais un peu l'impression d'avoir pris de la drogue, je devrais pas dire ça, mais ouais, j'avais un peu l'impression d'avoir pris un truc avant d'aller dans la salle de cinéma, hein. Vraiment c'était une expérience immersive vraiment déroutante. Alors on en a fini avec cette toile, c'était un peu long et pourtant je vous promets que je n'ai pas dit tout ce qui est possible de dire sur cette œuvre qui est absolument incroyable de richesse en symbolique, notamment sur le pavement au sol. J'ai très envie de faire un petit truc focus dessus, mais je sais pas si je vais avoir le temps, enfin bref, je sais pas si ça vous intéresse non plus. En tout cas, je pense que même si on est très loin d'avoir fait le tour complet du sujet, on peut tout à fait dire que cette œuvre, en fait, qui est la Vierge au chancelier Rollin, eh bien c'est une parfaite illustration des tensions qui traversent l'art flamand dans le premier tiers du XVe siècle, c'est-à-dire que ça baigne encore à la fois dans une forme de tradition médiévale, mais en fait vraiment en tentant, avec de nombreuses expérimentations révolutionnaires pour l'époque, de s'en extirper et de réinventer un art qui cherche à être absolument de son temps. Donc mes lapins, j'ai été ravie de découvrir et de partager avec vous cette expo, d'autant plus que moi cette toile, c'est une des premières que j'ai étudiées très jeune et qui m'avait donné envie, en me documentant, de me tourner vers le domaine de l'histoire de l'art. Et vraiment, du coup, ça m'a fait super plaisir de me replonger dans le sujet et d'aller voir cette expo qui est dingue en fait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle est un peu longue mais en fait moi oui voilà, comme l'a si bien dit Roger, je n'arrive pas à faire des choses hyper concises et machin, parce qu'en fait sinon vous voudrez que je vous dise quoi, partie 1 il y a du visible et de l'invisible, partie 2 il y a du sacré et du profane, c'est réparti en symétrie, bisous. Oui, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant, mais je conçois que des gens cherchent des choses plus concises et qu'ils aient moins de temps à consacrer, donc c'est pas grave, j'arrête de raconter ma vie. Merci à ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui likent, qui commentent, je réponds toujours à vos commentaires, en tout cas j'essaye de toujours y répondre. Et vraiment merci à ceux qui partagent un peu, je commence à avoir un tout petit peu plus de visibilité sur certaines vidéos et je vous avoue que c'est assez cool parce que j'ai des retours et je peux papoter avec vous et c'est hyper sympa, j'ai des conseils de lecture, enfin c'est très chouette. En tout cas merci et je vous dis à très vite pour la suite. Ne vous inquiétez pas, on va continuer la saga Mucha, on va continuer le cycle Gustave Moreau, tout ça n'est pas perdu et enterré, ça continue, il y a des petits épisodes qui sortent dans les semaines à venir. À très bientôt mes lapins. Je suis crevée, cette vidéo m'a tuée, mais c'était absolument génial de la faire.